Bonjour Jean Viard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean Viard, vous êtes sociologue, directeur de recherche associé au CEVIPOF, Sciences Po et au CNRS. Vous avez sorti récemment un livre intitulé « La révolution que l'on attendait est arrivée, le réenchantement du territoire ». Jean Viard, quel est votre regard sur la crise sanitaire que nous avons traversée et qui n'est pas d'ailleurs terminée? Et est-ce que cette crise a changé les aspirations profondes des Français? On est au milieu d'une pandémie qui peut durer 10 ans, 20 ans, on ne sait pas. Donc on est au milieu d'un processus de changement qui est un événement tellement énorme dans l'histoire de l'humanité qu'en fait on ne le vit que par la contingence. Nous, ce qu'on connaît, c'est les masques, les vaccins, pas les masques, est-ce que le gouvernement a bien fait, pas fait. Mais si vous vous mettez dans 200 ans, regardez dans 200 ans l'histoire, vous allez vous dire il y a 5 milliards d'hommes qui se sont enfermés chez eux pour sauver les plus improductifs. Et vous vous dites, c'est bizarre, c'est une société, on disait qu'elle n'est pas que sur le paraître et que sur l'argent, et elle a arrêté l'argent et arrêté le paraître pour sauver les improductifs. Si vous racontez l'histoire comme ça, c'est plus la même histoire. Et c'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que tout le monde s'est arrêté. Et en plus, c'est un virus qui s'est répandu en 2 ou 3 mois sur la planète, ce qui veut dire qu'en 2 ou 3 mois, les hommes ont touché les hommes, si on peut dire comme ça. Parce qu'il y a déjà eu des pandémies. Mais d'abord, elle mettait des décennies à circuler, et en plus, quand elle arrivait, on ne savait pas d'où elle venait. Donc il n'y avait pas de pandémie mondiale. Donc c'est un peu comme les guerres mondiales, il y a une première guerre mondiale, c'est 14-18, ça c'est la première pandémie mondiale, et effectivement qui a arrêté le monde, et qui donc le bouleverse parce que toutes nos hiérarchies sont remises en question. Est-ce que l'argent, c'est ce qu'il y a de plus important? Est-ce que le paraître, c'est ce qu'il y a de plus important? Moi, je pense qu'il faut construire le récit de cette victoire humaniste, mais en même temps, c'est une tragédie créatrice. Il y a eu entre 5 et 10 millions de morts, à la fin, il y en aura 20 ou 30 millions, mais on a sauvé entre 200 et 300 millions de vies. Vous voyez que c'est une rupture dans l'histoire de l'humanité qui va se diffuser dans le temps, c'est-à-dire que les artistes vont s'en saisir, les romanciers, actuellement, c'est un peu des gens comme moi, des sociologues qui peuvent analyser à chaud, c'est notre métier. Mais oui, j'en discutais avec Leïla Slimani l'autre jour, je disais, Leïla, quand est-ce que tu penses que tu écriras sur la pandémie? Elle dit, peut-être dans 10 ans. Donc vous voyez, il faut se représenter le chemin que fait dans nos imaginaires, dans nos mentalités, dans nos valeurs, un événement de cette taille. Ça va prendre du temps. Et donc ces bouleversements, considérez que ça va aussi entraîner des bouleversements sur les aspirations profondes finalement des Français qui ont été bouleversés par cette crise sanitaire. Pas que des Français. Moi je dirais, si vous voulez, c'est mai 68 puissance 50 par exemple, pour donner un ordre de grandeur. Parce que comme en mai 68, on n'a rien cassé. C'est pas comme une guerre. Moi, j'ai jamais cru à l'augmentation du chômage. On était 2 à dire avec Nicolas Bouzou, qu'est-ce que c'est que ce discours, il y aura 1 million de chômage de plus. En mai 68, on a arrêté la société pendant plusieurs mois, il n'y a eu pas de chômage de plus, il y a eu un redémarrage économique exactement celui qu'on connaît maintenant. Parce que quand on arrête une économie, les gens ne se mettent pas les pieds sur la table, ils réfléchissent, ils repeignent leur magasin, ils lisent, ils discutent. Donc, au fond, c'est un énorme moment de formation collective. Et là, on a tous appris à se servir du numérique. Je parle de Zoom, tout le monde sait s'en servir. Donc, au fond, on a fait un progrès technologique extraordinaire. Le télétravail s'est précipité dans les entreprises. Il aurait fallu 50 ans. Et d'un coup, le rapport au travail a complètement changé. Les salariés qui ne peuvent pas faire du télétravail se disent « Et moi, comment je me réorganise ?» Les enseignants qui ont fait des cours par télétravail disent « Attendez, vous croyez vraiment que je vais continuer à aller tous les jours faire mes cours ?» Mais non, attendez, j'y vais 2 jours par semaine, je fais des cours. Mais allez, pour un cours, une après-midi, ça ne vaut pas le coup. Donc, vous voyez, tout ça est en train de bouger, y compris qu'il y a des gens qui sont à Phuket, étaient pleins tout le temps, les hôtels de Phuket. Parce qu'il y a des gens qui sont allés travailler. Quant à être en télétravail, ça va aussi vite si on est à Phuket que si on est dans la vallée de Chevreuse. Vous voyez, tout ça, ça fait des proximités et des lointains. Et puis, on a compris une chose, si vous voulez, la période précédente, c'était l'affrontement entre les sociétés ouvertes et les sociétés fermées. Au fond, on avait posé l'idée que les chaînes de valeur devaient organiser le monde. Donc, si c'était moins cher, on prenait. Bon. Pourquoi? Parce qu'on avait oublié la guerre et on avait oublié les risques de pandémie. On pensait que la paix était définitive, au fond, et que les pandémies, on saurait toujours les arrêter. Et c'est pas vrai. Donc, si vous voulez, cette règle de la domination des chaînes de valeur, qui a été utile, parce que c'est grâce à ça que Reagan et Thatcher ont fait tomber le communisme en Europe. Faut pas rêver non plus, c'était pas pour rien. On entre dans une nouvelle période, où comment on s'en est sorti? On s'en est sorti en articulant coopération et frontières. Le masque, les 1 kilomètre, les frontières, et en même temps coopération. On n'a pas arrêté de regarder ce que faisaient les autres, de les copier, de voir ce qui marchait. Les 276 laboratoires de recherche ont travaillé la main dans la main. Donc on a coopéré et réinventé la frontière. Au fond, on revient à un modèle frontière et coopération. Et je pense que ça va être le code culturel des 50 prochaines années. C'est-à-dire que ça va se trouver dans toutes nos activités, dans toutes nos entreprises. Comment on coopère et comment on joue de la frontière et comment on joue ça dans la vie privée, dans la vie familiale, dans la vie professionnelle. Et là, on est sur un nouvel équilibre.
certains ont parlé d'exode urbain depuis 18 mois. On sait évidemment qu'il est encore trop tôt pour quantifier réellement le phénomène. Quelle place voyez-vous pour la région parisienne et pour les régions dans le futur? Alors, il y a deux choses. On estime qu'1 million de couples se sont séparés. En Chine, on a 10% à Wuhan. Donc, on est dans les mêmes grandeurs. On estime qu'il y a 2,5 millions de personnes qui sont en train de déménager et qu'il y a 2,5 millions de personnes qui ont quitté leur emploi alors qu'ils avaient du travail, parce que d'un coup, ils se sont dit, au fond, quel est le sens de mon métier? Et donc là, c'est des choses, alors c'est en cours, mais ça, c'est des choses qu'on sait à peu près. Une fois qu'on a dit tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, la société est en mouvement. Et que les gens, chacun d'entre nous se dit, c'est un peu comme si vous aviez eu un cancer, vous êtes guéri, qu'est-ce que vous allez faire du temps qui vous reste? Est-ce que vous allez reprendre la vie exactement là où vous étiez avant? En fait, non. Donc, même ceux qui n'ont pas été malades, qui n'ont pas connu de malade, etc., on se dit, qu'est-ce qu'on va faire du temps que j'ai maintenant? C'est pour ça que les gens se disent, je m'en vais, ça ne m'intéresse plus. Ou au contraire, mon boulot a du sens, ou etc. Et souvent, ils se disent, bon, attends, si je peux faire du télétravail, autant aller habiter à Tours qu'à Paris. Finalement, c'est 1h05 de train. Et avec le prix de mon loyer à Paris, j'ai une grande maison au bord de la Loire. Bon. Donc, c'est ça le modèle qui se passe. C'est-à-dire, il se passe que les gens se déplacent le long des voies de chemin de fer et du numérique à 1 heure des grandes métropoles. Alors, ça peut être dans l'Île-de-France. On peut aller à Beauvais, on peut aller à Méru, on peut aller... mais on peut aussi aller à 1 heure. Reims, par exemple, gagne beaucoup. Et on va, comme cette population qui se déplace, c'est pas celle qui avait choisi depuis 30 ans d'aller vers les métropoles régionales, qui sont maintenant à un prix de loyer ou d'achat pas très loin de Paris. En dessous, mais pas très loin. Donc c'est souvent sur la voie 2. C'est Angers, c'est Laval, c'est Reims. On allait peu vers l'est, on allait plutôt vers le sud. Vous voyez, c'est ces villes, je ne dirais pas secondaires, c'est pas gentil, mais qui n'étaient pas de la première attractivité parce qu'elles sont ni au bord de la mer, ni au bord des pistes de ski, c'est ni Annecy, ni effectivement Rennes ou Nantes. Bon. Et donc on voit ce phénomène. Et on voit ça en Provence, avec Draguignan, avec Cavaillon, avec Manosque. On voit ça avec Arras, par rapport à Lille. Même des petites villes comme Saint-Dizier, par exemple, qui est un peu à l'est de Reims, a vu arriver quelques personnes. Mais c'est important pour eux, parce que, si vous voulez, même s'il n'y en a pas beaucoup, ceux qui n'étaient pas encore partis de ces endroits-là se disent, mais au fond, c'est bien d'être là, puisqu'il y a des gens qui viennent. Donc, si vous voulez, ça revalide des territoires, non seulement par les arrivants, mais parce qu'ils portent avec eux l'idée que cet endroit est un bon lieu, et qu'on peut y faire vie et faire carrière. Donc ça revalide l'énergie du local. Donc c'est comme ça qu'il faut regarder les choses, mais ils ne vont pas partout. Si vous voulez, il y a 2 extensions de la métropole. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une métropole? Une métropole, il faut partir de Twitter, 2006. Il n'y a pas longtemps qu'on a inventé Twitter. Facebook, c'était juste un peu avant. Non, on est rentré dans la civilisation numérique, on va dire à ce moment-là, pour prendre une date repère, je pense que Twitter est une bonne date. Avant, on commençait à avoir des ordinateurs, mais ce n'était pas la civilisation numérique. Là, ce qui se passe, c'est que pendant la pandémie, on n'a pu communiquer que par le numérique. Donc c'est un peu comme après 1945, où d'un coup on a découvert l'essence et les voitures. Avant, la plupart des gens n'avaient pas de voiture. Il y avait les riches qui avaient des voitures, et les livreurs, les camions. Mais bon. Et d'un coup, on s'est dit, quand je vais voir quelqu'un, quand je vais travailler, je dépense de l'essence. Train, voiture, bus, etc. Et nous, d'un coup, on se dit, non, quand je vais voir quelqu'un, je fais un zoom. Le premier lien, il est numérique. Ça ne veut pas dire qu'on ne se verra plus, encore qu'il y a des endroits, il va falloir se battre pour se voir. Mais ça veut dire que ça, c'est le premier lien. Et donc, ce lien, il définit un territoire d'efficacité. Bien sûr, il peut aller partout, mais encore faut-il qu'il y ait le haut débit. Et ensuite, pour qu'on sorte dans la réalité des pratiques sociales, il faut qu'on ait des capacités de mobilité, essentiellement par train, pour agréger dans les centres-villes. Bon. Au fond, c'est ça, si vous voulez, une ville numérique. La société numérique, c'est un endroit où la toile est étendue partout, mais il y a des hubs. Et des lieux qui sont des extensions, il y a des lieux et des zones blanches. Les métropoles, ce sont les hubs. C'est-à-dire, les métropoles, il y en a 200 sur la planète. En France, il y en a 8. On va être gentil, on va dire 15, parce que les élus locaux ont tous voulu avoir le titre de métropole. Ne nous fâchons pas avec eux. Une métropole, c'est là où la densité de la toile croise la densité des cerveaux, des artistes, des intellectuels, des financiers, des entrepreneurs et des politiques. C'est-à-dire, on croise les deux. Mais ce qu'on a compris, déjà depuis un moment, Paris se dépeuplait, perdait 10 000 habitants par an. Donc ça veut dire que le processus de ne pas devoir habiter dans la métropole ou ne pas pouvoir, c'est trop cher, c'est pas bien pour les enfants, etc., était déjà là. Mais là, on a de plus en plus nombreux. Il y a 430 000 Parisiens qui ont quitté Paris pendant la pandémie sur 2,2 millions, je crois. Ça veut dire qu'ils se sont rendus compte, la plupart étaient en télétravail, mais ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient très bien travailler de leur résidence secondaire ou d'un autre endroit qu'ils avaient loué. Et donc on s'est rendu compte que la métropole est un lieu indispensable
mais on n'est pas obligé d'y habiter. Et donc ça, si vous voulez, c'est une vision nouvelle. C'est un peu comme le télétravail. On s'est rendu compte brutalement qu'on pouvait télétravailler, que ça augmentait la productivité. Vous voyez, c'est les deux processus qui sont semblables, et il faut les rattacher, pour penser les territoires, à ce qu'on avait vu avec les Gilets jaunes, c'est il y a 3 ans. Au fond, c'était quoi les Gilets jaunes? Les Gilets jaunes, c'était essentiellement des gens qui vivaient en lotissement, ou des ruraux, des zones qui se sentent loin. C'est des gens qui se définissent comme étant à l'extérieur. Ils ne vous disent pas, pour reprendre l'exemple de Méru, j'habite à Méru, ils vous disent j'habite à 1 heure de Paris. Ou ils vous disent, s'ils sont à Saint-Dizier, je suis à 3 heures d'une métropole. Donc, ils se définissent comme étant à l'extérieur. Donc, ils ne sont pas dans un corps politique, ils sont en dehors du corps politique. Et dans un pays où il faut rappeler qu'il y a 16 millions de maisons avec jardin pour 12 millions d'appartements, et que 70% des Français ont un jardin. Il faut faire très attention. La ville est extrêmement minoritaire, parce que les gens qui n'ont pas de jardin ne sont que 30%. Et encore, dans ces 30%, il y en a beaucoup qui ont 2 maisons. Donc il faut bien avoir tout ça. Donc la ville, au fond, la métropole, je vous l'ai défini tout à l'heure, elle a 2 extensions. Elle a cette extension, j'allais dire, gilets jaunes populaires, ceux qui sont hors d'eux, ceux qui ont été la révolte des gilets jaunes. Et puis là, on a une deuxième extension, on va dire c'est l'extension monde des résidences secondaires, des lieux patrimoniaux, bien reliés par des transports rapides, mais des lieux patrimoniaux. Il y a ces 2 extensions, il y a des endroits où ils se chevauchent, des endroits où ils ne se chevauchent pas, et ça prend notamment l'Île-de-France, bien entendu, et puis les grands axes de train autour de l'Île-de-France. Jean Viard, l'organisation du travail a connu un bouleversement depuis le début de cette pandémie, avec l'essor du télétravail, dans un premier temps forcé en raison des restrictions sanitaires. Depuis, on sait que le télétravail a été réduit, mais il continue d'être pratiqué dans les entreprises. Or, jusqu'ici, quand même, on peut dire que le bureau incarnait d'une certaine manière le collectif d'une entreprise, en rassemblant dans un même lieu physique tous les collaborateurs, quel que soit leur niveau hiérarchique. Quelle est votre vision sur la façon de travailler demain, sur le rôle des interactions entre collègues? On parle d'un lieu de socialisation. Et quel est pour vous le rôle du bureau? Alors, ce matin, je regardais les chiffres. Il y a 21% des salariés, aujourd'hui, en début novembre, qui sont en télétravail. En moyenne, 2 jours par semaine. Mais disons que là, c'est une conséquence de la rupture qu'a représentée la pandémie, mais on n'est pas encore organisé. Il peut y avoir plus ou moins. Il peut y avoir des gens qui n'ont pas été en télétravail pendant la pandémie qui vont se dire « mais attendez, moi ça je peux le faire », ou d'autres qui l'étaient, etc. Donc, mais aujourd'hui, on en est à 5. On en est à un salaire sur 5. Bien. Moi, je crois qu'il faut se dire une chose simple. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on rapproche l'art de vivre de l'art de produire. Quelle est la question que se posent les gens? C'est au fond comment je pourrais gagner ma vie sans rupture totale avec ma vie de famille, mon quartier, mes voisins, etc. Et c'est vers ça, on retourne vers une société du local et de la livraison, au fond. Et le télétravail, c'est du travail livré à domicile, mais c'est comme Amazon. Amazon, il y a 21 millions de Français qui mangent chez Amazon. On est sur ce même modèle. Bon. La question qu'il faut se poser, c'est, il y a 3 groupes sociaux, on l'a bien vu pendant la pandémie, qui ont des trajets différents. Il y a les gens qui produisent des biens, ou agriculture ou ouvriers. En réalité, ils habitent souvent à côté de leur lieu de production, y compris parce que la plupart des villes sont sorties des villes, et donc les gens habitent à 5 ou 10 km dans des maisons, le lotissement. Bon. Les gens, effectivement, du care et du service, qui ont travaillé eux tout le temps, on ne peut pas, ou très peu, les mettre en télétravail. Donc la question pour eux, c'est comment on peut rapprocher travail et cadre de vie. Ça nécessite de reprendre complètement la question du logement social pour le spatialiser. C'est-à-dire de dire, comme disait Jules Ferry, un fonctionnaire d'hôpital a le droit à un HLM dans le quartier de l'hôpital, un instituteur, un policier, voire une caissière de supermarché, etc. Tous les gens du care et du service, la grande question, ça va être la réorganisation du parc social. Ça, c'est un enjeu territorial majeur. Et si vous regardez bien, la ministre en a déjà parlé, c'est des sujets qui sont en train de monter. Et il y a le 3e groupe, le télétravailleur. Le télétravailleur, ça peut représenter 40, peut-être 50% des gens qui peuvent faire 1, 2 ou 3 jours par semaine. Bon. Donc cette population-là, au fond, elle rapproche le travail puisqu'elle le met chez elle. Mais en réalité, ce n'est pas chez elle qu'elle a envie de le mettre, c'est à côté de chez elle. Si vous voulez, on est dans cette question. Donc, est-ce qu'on va mener les politiques pour créer des tiers-lieux et des lieux de coworking? Il y en a 2500 en France aujourd'hui, moi je pense qu'il en faut un minimum de 10 000. Parce que je pense que la vraie question, c'est d'avoir 2 lieux de travail. D'avoir un lieu de travail là où on habite, où il y a un collectif de travail qui est bâti sur le voisinage. On n'est pas dans la même entreprise, on n'a pas de rapports syndicaux, hiérarchiques, etc. Mais par contre, on se voit toutes les semaines, un jour ou deux, on mange à midi ensemble, à la sortie du collège, on a nos enfants, à la salle de sport, au marché, à la mosquée, à l'église. Donc au fond, on enrichit la vie locale. Et donc ça veut dire que là, on crée un collectif de réflexion, y compris combien tu gagnes à Air France, ah oui, tu gagnes ça, moi dans ma start-up c'est comme ça, etc. C'est-à-dire ça crée ce qui n'existe pas, c'est-à-dire au fond des collectifs
territorialisés du travail qui vont devenir, y compris des lieux de réflexion. Parce que des gens qui n'ont pas le même métier que vous, ils vont dire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je suis en train de dessiner ça, etc. Et comme l'innovation, elle ne l'est pas dans les moments où on travaille comme ça. On dit souvent c'est dans le moment, la machine à café où on innove le plus. Bon, ça veut dire qu'il y a ce lieu-là. Et puis il y a le deuxième lieu, c'est l'entreprise. Où il y a le collectif de travail des gens qui sont dans la même entreprise. Bon, c'est un deuxième système. Les deux systèmes vont plus ou moins s'articuler. On voit bien en ce moment certaines entreprises qui se disent bon, si nous créons des tiers-lieux. Alors moi je dirais mais non, l'intérêt du tiers-lieu, c'est que ce soit des gens d'entreprises différentes. Sinon vous créez deux fois des structures de même nature. Donc là il y a débat sur ces sujets, ça va dépendre de ce qui se passe derrière, ça va dépendre des politiques publiques, mais si on arrive à, disons, au modèle qui moi me semble idéal, on va avoir ces lieux qui sont au fond les maisons du peuple numérique. Ça correspond à un endroit où on va travailler, ça correspond à un endroit où on va manger, ça correspond à un endroit où il y aura des expositions d'artistes, où le soir ça va servir pour faire des spectacles, etc. Au fond, c'est une maison du peuple numérique qu'on est en train d'inventer. Et on peut tout à fait y mettre la maison des services publics, qu'il y a une salle avec des fonctionnaires qui fassent des papiers des vieilles personnes, ou des gens qui ne savent pas faire leurs impôts, etc. On peut le penser, au fond, comme le lieu numérique, aller dire sur la place du marché pour faire de carte postale. Bon. Et ça, mon avis, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Mais je ne sais pas jusqu'où on ira, parce que ça nécessite, au fond, que la question du management soit réglée. C'est-à-dire que c'est très difficile de manager les gens dans cette situation. Vous voyez, il y a tout ça. Et puis, il y a la question, qu'est-ce qu'on garde dans l'entreprise? Parce que, prenez les réunions. Un des grands temps du commun, en France, c'est le mardi et le jeudi, c'est les jours de réunion. Depuis les 35 heures, on a tout le monde dans l'entreprise 2 jours par semaine, c'est le mardi et le jeudi. Mercredi, il manque tout le temps quelqu'un, plus la majorité des femmes sont en temps partiel à cause du mercredi pour garder les enfants. Et puis, le vendredi et le lundi, il y en a toujours qui ont pris parce qu'ils sont partis en week-end, etc. Donc, il n'y a que 2 jours où il y a tout le monde. Donc, en ce moment, c'est le moment des réunions. Donc, tout le monde est là. Bon. Est-ce que demain, on va faire des réunions en présentiel ou pas? Moi, je disais ce matin dans une conférence que j'avais sur la Lyon, sur le télétravail, je disais, à mon avis, mélangez les deux. Parce que ce n'est pas les mêmes salariés qui sont efficaces. Il y a des salariés qui ont... Parce qu'en télétravail, celui qui n'a rien à dire, il ne peut rien dire. En réunion, il y a plein de gens qui ont l'art de reprendre l'idée qui a été dite 10 minutes avant de l'autre bout de la salle, le croiser avec l'idée de l'autre côté, qui savent faire, et vous avez l'impression qu'ils ont eu plein d'idées. En fait, ils n'en ont eu aucune. Et donc, la créativité de chacun n'est pas la même suivant les deux dispositifs. Donc, je pense que ça va beaucoup dépendre de ça. Et il me semble qu'à terme, beaucoup d'entreprises vont faire des réunions, tantôt en présentiel, tantôt pas en présentiel. Et du coup, ça va dérégler les jours. Parce que si effectivement vous dites, bon, ben, mardi, on fait une réunion, mais on n'est pas en présentiel, ben, les gens ne viennent pas, etc. Donc, on est sur ce nouveau modèle du temps et d'espace, avec l'idée, vous voyez, en ce moment, je travaille sur la défense, il y a à peu près 180 000 salariés. Je travaille pour un des plus gros propriétaires. Quelle est l'hypothèse? L'hypothèse qu'on a, c'est qu'on a 20% des mètres carrés qui sont vides. Donc ça nous pose un problème, même si la défense profite du Brexit pour récupérer des sociétés anglaises, mais c'est un phénomène d'opportunité. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens qui, au fond, vont venir 2 ou 3 jours par semaine? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens? Ils veulent une résidence secondaire. Ils veulent un lieu, un petit appartement, où ils dorment, où il y a leurs affaires. Et puis, ils partent le mercredi, par exemple. Et ils reviennent le lundi d'après. Mais entre-temps, on a tout enlevé, on a tout nettoyé, c'est propre, ils reviennent, ça a servi à autre chose. On l'a loué, mettons, 4 jours à un Airbnb ou 4 jours à des touristes anglais. Ils reviennent, tout est remis en place. Les chemises sont dans le tiroir, les tableaux sont au mur, etc. Au fond, on va vers de la conciergerie de logements, mais par dizaines de milliers. À la Défense, on peut considérer qu'il faudrait peut-être 10 ou 20 000 logements de ce style pour correspondre à la population de la Défense. Donc vous voyez, on va vers la ville secondaire, qui va être un des modes d'usage de la ville, qu'il faut donc organiser, penser le modèle économique, etc. Et en même temps, se dire que les villes, ce sont déjà des lieux de célibataires. Parce que, prenez Paris, plus de 50% des logements sont habités par des personnes seules. New York, c'est 60-70%. Parce que la ville, c'est quoi? La ville, c'est le lieu de la jeunesse. Et que c'est le lieu de la rencontre amoureuse, c'est le lieu où on revient quand on se sépare. Parce que le modèle, en gros, c'est je monte vers la métropole vers 18-20 ans. Au moment où je me stabilise, c'est-à-dire en moyenne, le premier CDI, c'est 29 ans, et le premier bébé, c'est 30 ans et 4 mois. On peut mettre un lien entre les deux phénomènes dans l'âge adulte, on va dire. Moi, je dis, on est adulte, c'est ce qu'on a toujours appris en sociologie. Être adulte, c'est savoir se nourrir et se reproduire. C'est les deux définitions de l'âge adulte. Et du coup, effectivement, et après, on quitte la métropole, parce qu'on va faire ses enfants avec un jardin. Phénomène qui s'accentue. Et puis, on se sépare, on revient. Et donc, vous êtes sur ces modèles, et puis, en fin de vie,
vous allez prendre votre retraite là, dans un endroit que vous avez particulièrement aimé pendant vos vacances. La retraite, c'est vécu sur le modèle des vacances longues. Donc soit c'est le lieu où vous vous racontez que vous êtes de là, breton, kabyle ou provençal, donc là vous y alliez régulièrement en vacances et vous y allez, soit c'est un endroit où vous avez été heureux en vacances et vous y allez aussi. Donc ça veut dire que là vous requittez la ville. Et vous revenez à la ville quand ? À la fin, quand vous êtes tout seul. Parce qu'effectivement, si vous êtes tout seul, que vous avez encore un état de vous déplacer, vous allez aller près d'un grand hôpital dans une ville, parce que vous dites, bon, le problème de la santé devient central. Vous voyez, c'est tous ces âges de solitude qui font, il y a les jeunes, il y a les couples en rupture, il y a les très vieux, et puis il y a évidemment les touristes. Et les gens, prenez Paris, il y a 2 200 000 habitants, 700 000 salariés qui travaillent, de ces 2 millions, il y en a 700 000 qui travaillent dans la ville. Il y a 1 million de travailleurs qui entrent tous les jours dans la ville. Mais il y a 2,5 millions d'autres qui rentrent dans la ville tous les jours. 2,5 millions d'autres. Et dans ces autres, il y a des provinciaux, des Européens qui viennent pour le boulot du monde entier. Il y a des touristes, il y a des promeneurs, il y a des gens qui viennent pour un spectacle culturel, etc. Donc une ville, c'est un moteur. Alors on a trop, nous, mis le pouvoir en disant les gens qui dorment votent. On a donné le pouvoir sur les villes à ceux qui dorment et pas à ceux qui produisent. Donc ça nous donne ces villes, bientôt on ne pourra plus rentrer, le vélo est roi, etc. On en fait un cadre d'habitat. Mais est-ce qu'une ville c'est un cadre d'habitat ou est-ce que c'est un moteur de production ? Si c'est un moteur de production, il faut donner le droit de vote à ceux qui y travaillent. C'est pour ça que moi je plaide pour qu'on ait tous 2 droits de vote, un là où on travaille, un là où on dort. Et si vous faites ça, regardez Paris, ça change tout. Vous avez effectivement 2 millions d'habitants, dont les enfants, donc ça fait beaucoup moins de votants, il n'y a pas beaucoup d'enfants, mais enfin quand même. Mais vous avez 700 000 travailleurs qui viennent tous les jours. 1 million de travailleurs qui viennent tous les jours. 6 millions ont le droit de vote, je vous assure que les systèmes de transport ne sont plus les mêmes. Justement, on parle de Paris. Sur le sujet de la métropolisation, cette métropolisation, elle a marqué quand même le développement des grandes villes à travers le monde depuis 10-20 ans, et aussi un certain nombre de nos grandes villes en France. Est-ce que vous pensez que cette métropolisation est un phénomène, une tendance durable dans le monde post-Covid, ou va-t-on vers un changement de modèle, une démétropolisation ? Non, je ne crois pas. Je pense, parce que je vous ai défini la métropole comme le lieu d'articulation de la toile numérique et de la densité des cerveaux premium, on va dire comme ça, même si la formule peut être désagréable, mais dans lequel j'intègre les universitaires, les artistes, etc., c'est-à-dire les ingénieurs de haut niveau, la recherche, etc. Non, je pense qu'on a besoin de carrefour. Et c'est pour ça que je dis, attention, la ville, ce n'est pas qu'un lieu de sommeil. C'est d'abord un lieu carrefour entre le réel et le virtuel, et c'est un lieu où il y a des dizaines de millions de gens qui viennent tous les ans. C'est ça, Paris. Paris, je ne sais plus combien de gens qui viennent par an, 30, 40 millions, 50 millions. Donc c'est cet énorme hub. Bon. Le problème, c'est qu'on n'est pas obligé d'y habiter, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc moi, je ne crois pas du tout à la fin des métropoles. Je crois à la fin des métropoles pour y être tous les jours. Je crois à la métropole secondaire, c'est-à-dire ça redevient un lieu essentiel de création, de production, d'éducation. C'est essentiel. Le lieu où on éduque la jeunesse, c'est la métropole. Et donc, c'est le lieu de l'innovation. Mais effectivement, petit à petit, les métropoles se diffusent dans le territoire. Et en gros, à 1 heure de transport, la métropole, ça devient une immense tâche. Moi, je dis, il y a le cœur de la métropole et la ville-jardin autour. Et la ville-jardin, pour ici, ça va Mortagne-en-Père jusqu'à Tours, la vallée de la Loire, ça monte à... En gros, on retrouve Paris et les cathédrales. C'est à peu près les villes-cathédrales. La question qu'on a en France, c'est qu'on a le même modèle politique que depuis 1789. Donc du coup, toute cette ville-jardin n'est absolument pas organisée en fonction de l'échelle de la vie des gens. Résultat, quand ils veulent manifester, soit ils font des ZAD, soit ils font des ronds-points. C'est-à-dire, ils inventent des lieux politiques parce que les lieux politiques institutionnels, on est sur ce genre de modèle. Donc soit on redéfinit les cartes politiques, on recrée des nous à l'échelle de la vie des gens. Disons la carte des collèges, par exemple. C'est un nous assez fort. Bon, et à ce moment-là, et on crée effectivement le Grand Paris, comme on fait Marseille en grand, mais quand le président de la République fait Marseille en grand, il n'a pas changé les cadres politiques. Donc vous voyez, c'est tous ces enjeux sur lesquels il faut qu'on réfléchisse, parce que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on modifie nos systèmes de mobilité, on les complexifie, puisqu'on développe les mobilités de proximité, ce qui d'ailleurs peut être une solution écologique à la mobilité globale, même s'il faut faire attention à l'impact du numérique en matière écologique. Mais c'est sûr que si vous venez à Paris 1 fois par semaine, que vous y dormez et que vous repartez, vous consommez beaucoup moins d'énergie, etc. Donc vous voyez, il y a tous ces modèles. Alors soit on va penser ces modèles de façon nouvelle, soit effectivement les structures politiques en place vont essayer de les récupérer pour effectivement défendre les prébendes et les places de ceux qui les occupent. Vous évoquez souvent la question de l'identité d'un lieu et des territoires patrimoniaux comme vecteurs de sens. Dans les grandes villes, on a assisté depuis 10-20 ans
à la gentrification, l'embourgeoisement d'anciens secteurs populaires. Alors on a des exemples comme Brooklyn à New York, l'Est parisien, Londres. Et par la suite, on a vu aussi les entreprises, les startups investir ces lieux, s'implanter dans ces lieux, qui sont en fait des lieux aussi, des lieux de vie, des lieux qui sont plébiscités par les jeunes. Est-ce que vous voyez ce mouvement se poursuivre dans les grandes villes? S'il y a gentrification, c'est parce qu'il y a une transformation des groupes sociaux. De plus en plus de gens qui font des études, de plus en plus de bobos et de moins en moins d'ouvriers. Donc si vous voulez, on ne conquiert pas un territoire en éventrant les ouvriers, c'est pas des guerres de religion, on n'a tué personne. Simplement, effectivement, à un moment, il y a une population qui se développe, c'est les gens qui étaient à l'université, qui n'ont pas de capital financier. C'est pas parce qu'ils ont fait même de bonnes études, mais ils ont un modèle culturel. Bon. Et il se trouve en même temps, comme on est passé d'à peu près 20 à 22% d'ouvriers à 12 ou 13%, que le monde ouvrier, avec le temps, les gens ont pris, il y en a de moins en moins, etc. Et aujourd'hui, on va regagner de l'industrie, je pense après la pandémie, mais sur des machines, essentiellement des usines automatiques, en grande partie. Donc on va faire augmenter le PIB de l'industrie, mais pas l'emploi industriel, ou pas beaucoup l'emploi industriel. Donc du coup, tout simplement, il se passe que la société se transforme de nouveaux groupes sociaux. On dirait toujours que les bobos sont partis à l'assaut des quartiers populaires. C'est une image complètement fausse. C'est pareil dans les campagnes. Bien sûr que les campagnes françaises se peuplent. Moi, là où j'habite, quand j'étais enfant, il y a 70 ans, la moitié des maisons étaient en ruine. Aujourd'hui, tout est magnifiquement reconstruit par des bobos. Qu'est-ce qu'on préfère, les villages en ruine ou les villages refaits? La société se transforme, elle mute, elle mue, et en plus, comme c'est des gros bobos, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bobo, ça veut dire bourgeois, bohème. Ça veut dire des gens qui vont à Montreuil, par exemple. Ils incorporent l'image populaire dans leur identité. Ils ont la fierté de dire, moi, j'ai rejoint une commune anciennement ouvrière. Et c'est pas pareil que ceux qui vont à Neuilly. Même si eux, en fait, d'un point de vue eux-mêmes, n'ont pas ces pratiques sociales. Dans les vraies vies, quand on voit les relations qu'ils ont, j'allais dire, avec les populations locales traditionnelles, il y a quand même pas mal de leurs. N'empêche qu'ils incorporent l'identité du territoire. Mais ils n'ont pas chassé les habitants. Donc il faut voir ces processus de mutation, avec le fait qu'après, dans tout ça, comme on n'a pas fait une place à la population musulmane entrante, qui représente entre 10 et 20% de la population, il se trouve qu'on n'a pas donné de statut identitaire à ces populations. C'est-à-dire que dans ces territoires, soit on dit au groupe culturel, tu es français, tu es là, tu as ta place, donc avec des signes symboliques, il y en a c'est des motos, il y en a c'est des églises, il y en a c'est les salles de sport, il y en a c'est les mosquées, il y en a ils veulent des magasins bio. On considère que c'est un archipel de culture et de communauté, et que chacune doit avoir des lieux symboliques de son identité. Et donc, si vous voulez, à un moment, ils n'ont pas de fierté urbaine, autant qu'une cathédrale ou une salle des fêtes ou un gymnase peut être un symbole, ou une salle de formation, enfin, je veux dire, tout. Et donc, c'est ça qu'il faut se représenter pour arriver à vivre ensemble. Et alors, justement, sur les villes à taille humaine, d'après vous, est-ce qu'elles pourraient avoir un regain d'attractivité pour les entreprises comme l'ont eu les grandes villes, puisque ce sont des lieux patrimoniaux? Est-ce qu'elles peuvent avoir à nouveau un regain d'attractivité après avoir attiré de nouvelles populations? Il faut bien regarder ce qui s'est passé. En France, il y a toujours une ville qui représente le renouveau urbain. Ça a longtemps été Nice, avec Sophia Antipolis. Ça, c'est les années 60-70, avec Sophia Antipolis. Et après, donc c'est assez amusant comme histoire urbaine. Bon, et là, ils ont même transformé Nice. Ils ont construit une université, ils ont fait un théâtre. Excusez-moi, ce n'étaient pas des gens dont la culture, les familles médecins n'étaient pas connues pour sa culture générale, mais par contre pour son intelligence stratégique. Ils ont compris qu'il fallait Sophia Antipolis, une grande université des lieux culturels. Puis après, la ville qui s'est développée, c'est Montpellier, sur un modèle un peu différent. Non, d'abord, il y a eu Grenoble. Excusez-moi, la première, ça a été Grenoble, quand Dubedou, qui n'était pas un homme politique, est monté dans la tour où il avait acheté un appartement, il est allé sous la douche et ça coulait pas. Et il s'est rendu compte qu'on avait fait des tours, mais qu'on n'avait pas pensé que la pression de l'eau faisait qu'il n'y avait pas d'eau en haut des tours. Et donc il s'est dit, qu'est-ce que c'est que ces élus abrutis? Il a monté une liste, il a pris la ville, c'est comme ça qu'il a créé les GAM, le groupe d'action municipale, et qui sont repensés Grenoble. C'est pour dire, d'abord Grenoble, donc sur ce modèle-là, au fond de la révolte intelligente de gens un peu malins, et les autres faisaient des tours, puis ils ne savaient pas ce qui se passait. Après il y a eu Nice, après il y a eu Montpellier, après il y a eu le modèle de Nantes, qui est un modèle très intéressant parce que c'est un modèle qui est venu après Montpellier. Montpellier s'était appuyé sur une alliance, au fond. Georges Frêche avait l'intelligence de comprendre que sa ville était habitée par des gens du coin, pas beaucoup, des gens du Nord, beaucoup, et des pieds noirs.
Donc il a dit toujours, je suis l'élu des trois. Mais ensuite, la ville suit. Et chaque fois, les autres villes imitent, parce que ces villes, tout le monde les regarde, etc. Chaque fois, rappelez-vous, Montpellier, c'est la grande ville piétonne. Les premiers qui ont fait un centre-ville piéton, ils innovent de ces gens-là. Hein, bon. Et puis, ça s'est déplacé sur Nantes, où Nantes, la transformation de la ville a été portée par le monde de la culture. C'est ça qui est très original. C'est-à-dire que c'était une ancienne ville portuaire. Le port, Nantes, c'est un port sur la Loire. Le port a été fermé, la ville était en déshérence. Et le nouveau maire qui a pris la ville, il s'appelait Ayrault, qui est devenu Premier ministre par la suite, s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire dans cette ville où il y avait, depuis la guerre, des grandes zones qui avaient été détruites en centre-ville, et puis il n'avait pas de budget, on ne peut pas faire un tramway en 6 mois, donc il s'est dit, je vais mettre la culture au milieu. Et donc c'est là qu'il a créé le lieu unique, etc. Puis après, ça a amené le voyage à Nantes, etc. Et en parallèle, il a fait le métramway, il a transformé la ville. Mais il fallait occuper la scène, et il a mis la culture au centre. Et c'est la seule ville où vous avez des boucheries faites par des artistes, où vous avez un bar qui est fait par un artiste. Devant l'école d'architecture, vous avez un groupe néerlandais qui a construit un monument architectural. Non, mais ça dérange une ville de faire ça. Il ne faut pas le faire partout, mais c'était intéressant, quoi. Et si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'après on pourrait prendre d'autres exemples, mais c'est les plus innovants. Or là, il se passe un nouveau phénomène, c'est ces villes cathédrales qui, au fond, étaient dans des creux, Dreux, Reims, tout ça, qui, grâce à ce qui se passe, remontent. Mais là, la différence, c'est que c'est pas parce qu'il y a des acteurs locaux qui portent, il n'y a pas Doubedou, il n'y a pas Médecin, il n'y a pas Jean-Marc Ayrault, c'est pas eux qui portent. D'un coup, les gens volent avec leurs pieds, je veux dire. Hein. Ils sont en train de... Mais après, quand ils arrivent, comme ils arrivent avec une culture urbaine bobo, ces gens qui se déplacent, ils disent, oui, mais attendez, nous, on veut du bio, on veut des crèches, on veut des voies cyclables, etc. C'est-à-dire, ils amènent avec eux un bagage culturel et politique qui, au fond, est celui qu'ils ont dans la ville-centre dont ils partent. Donc, ça a un effet, y compris parfois de tension, parce que quand on regarde, y compris les élections municipales de Bordeaux, de Lyon, ou de Marseille, ce sont des minorités urbaines. À Marseille, il y a 10 000 Parisiens par an qui vont à Marseille, des jeunes, très diplômés, ce qui est très nouveau dans cette ville qui est sous-diplômée. Pourquoi ils vont à Marseille? Parce que c'est le bordel. Ils disent, mais Marseille, mais c'est comme Détroit. C'est une ville, tu peux te garer sur le trottoir, il y a du H partout, il y a la mer, mais on peut créer. Ils vont à Marseille parce que c'est une ville rebelle et c'est une ville désordonnée. Mais ils y vont pour être innovateurs. D'ailleurs, on le voit bien en musique, on le voit bien dans le rap, etc. Mais on le voit aussi en mathématiques, on le voit aussi dans des domaines... Marseille, c'est la deuxième ville mathématique au monde. Bon, quelque part, ça nous est un peu indifférent, mais il faut déjà des cerveaux qui pensent là-bas, notamment les mathématiques discrètes, par exemple, qui est une grande spécialité. Je n'ai jamais compris ce que c'était, c'est tellement discret que je ne comprends pas. Mais ça veut dire que c'est... Voilà. Je vous dis ça comme ça parce que, vous voyez, dans ces processus-là, il faut observer tous ces mouvements. Et comment, par Marseille, redémarre. Et je pense que le président de la République n'aurait jamais investi autant de milliards s'il n'avait pas la perception que la ville est en train de bouger. Donc si en plus derrière on met des sous, qu'on met des transports et qu'on investit dans l'éducation, etc., on peut remettre. Mais sur cette voie-là, on ne va pas la traiter comme Bordeaux. Bordeaux, c'est bien propre, c'est bien nickel et tout. Bon, on ne va pas traiter Bordeaux comme Marseille, quoi, vous voyez. C'est ça qui est intéressant, ces mouvements. Et il faut regarder ça. Et la pandémie redonne des chances à des territoires, et c'est ça qu'il faut... Mais pas à tous les territoires, pas à toutes les villes. Il y a des villes qui sont en dehors du film. Et la forêt va continuer à pousser en France. La croissance de la forêt, la grande chance de la France, parce qu'on est un des rares territoires européens à avoir une capacité à faire pousser la forêt, qui, en matière de lutte contre le réchauffement climatique, est un outil absolument majeur. Donc il faut se réjouir de la progression de la forêt. Mais effectivement, dans des zones peu denses et peu habitées. Et puis, il y a tous ces territoires qui se développent. Mais il faut avoir une vision globale du phénomène. Mais il faut juste une chose, il ne faut pas penser Paris comme la capitale des Français. Il faut penser Paris comme le New York de l'Europe. Si vous pensez Paris à l'échelle de New York, c'est-à-dire 11 millions d'habitants, c'est la grosse pomme, c'est pareil. Et Paris, c'est la première concentration scientifique au monde, l'Île-de-France. Donc il faut se dire, voilà, on a là le New York de l'Europe. Mais ce n'est pas la capitale politique. C'est là où l'intelligence de New York, c'est que c'est Washington. Nous, la capitale politique, c'est Bruxelles. Et donc, les Français continuent à penser Paris à travers le modèle jacobin. Et il se peut parfois que l'État central ait le même regard d'ailleurs, ça, plutôt hiérarchique. Mais l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu est de créer le Grand Paris comme capitale de l'Europe. Et de ce point de vue-là, le Brexit est une bonne solution. Parce que le départ du Brexit supprime la concurrence entre les deux seules grandes villes européennes. Parce que Berlin ou Bruxelles, ce sont des villes millionnaires. C'est bien. Mais on n'est pas dans les villes 10 millionnaires. Donc il n'y a pas de comparaison d'échelle, si vous voulez. Les deux grandes métropoles en France, c'est Marseille et Lyon, qui font 2 millions, 2 millions et demi de population. Mais Paris fait 11 millions. Les autres, ce sont des villes autour du million. Donc ce sont des métropoles, j'allais dire, régionales,
européenne, mais pas mondiale. C'est une chance d'avoir une ville comme Paris pour mais c'est l'Europe. une chance extraordinaire, mais non seulement pour l'Europe, mais pour nous. C'est-à-dire, la question, c'est de se dire, je suis à combien de temps de Paris, en tant que hub intellectuel, créatif, etc. Donc là, c'est un atout gigantesque. Mais il ne faut pas le penser comme la ville des Capétiens. C'est pour ça que je dis New York de l'Europe. À ce moment-là, c'est une autre catégorie mentale. À propos des lieux de résidence, on sait qu'en France, on ne construit pas assez de logements depuis trop longtemps. La question de la densité est politiquement difficile à vendre aux populations. On sait aussi que depuis peu, le modèle du développement de la maison individuelle avec jardin est quand même remis en question avec les enjeux de consommation foncière et l'étalement urbain. Et dans le même temps, l'INSEE nous dit qu'on sera entre 6 et 8 millions d'habitants supplémentaires d'ici 2050. Comment on fait, Jean Viard? Quels sont les défis majeurs liés à ces sujets-là, au sujet du logement? D'abord, c'est une bonne nouvelle qu'on soit plus nombreux. Parce qu'il ne faut pas mélanger le fait que l'humanité, effectivement, va sans doute se réduire dans les années qui viennent, y compris parce que, en Chine, la population va décroître, mais un groupe culturel, pour défendre son patrimoine et pour donner de l'espérance à ses enfants, doit avoir l'idée de son développement culturel. En France, 30% des jeunes filles pensent qu'elles ne feront jamais d'enfants, actuellement, à cause du réchauffement climatique. Donc on a besoin de leur garantir le fait que leurs enfants vivront longtemps et dans la culture qu'elles ont elles-mêmes choisie, ou qu'elles ont reçue en tout cas, choisie certainement pas. Bon. Donc ça c'est la première question. Donc le développement de la population est une bonne nouvelle à cette échelle-là. Bon. La deuxième chose, c'est que depuis la guerre, les urbanistes ont décidé qu'on devait habiter en hauteur. Et les Français veulent habiter à l'horizontale. Il se trouve qu'on est une vieille civilisation paysanne, que les gens veulent un arbre, un chien, un point d'eau, un barbecue. Bon. Il se trouve qu'il y en a 70% qui l'ont déjà. Et il se trouve que dans les 30% qui ne l'ont pas, il y en a 15% qui ont une deuxième maison. Moi j'aime bien les Parisiens qui font des grands discours sur le discours en hauteur et qui ont une maison au bord de la mer, ou au ski, ou en Bourgogne. Si vous regardez les chiffres, il y a 3,5 millions de familles françaises qui ont une résidence secondaire. Il y a sans doute 500 000 à 1 million de familles immigrées qui ont une maison en Afrique. Je les considère comme des résidences secondaires, vu qu'ils y prendront souvent leur retraite, comme ont fait les Portugais dans la migration précédente. Et donc, si vous regardez les choses comme ça, vous avez 3,5 millions de familles, c'est-à-dire à peu près au minimum par enfant, ça fait en général 3 couples, bon, et vous avez 12 millions d'appartements urbains. Bon, ça veut dire en gros que vous avez le tiers à peu près qui est en fait des birésidents. Vous avez 16 millions de maisons individuelles avec jardin où habitent 70% de la population, parce que comme vous avez une maison avec jardin, vous êtes rarement tout seul, alors qu'en ville, souvent vous êtes tout seul. Donc, arrêtons de nous raconter des histoires. La densité de la ville est telle que le foncier a explosé, le prix a explosé. La question, c'est la densification du périurbain. La question, c'est qu'on a construit de manière inorganisée, dans 2 immenses territoires, c'est l'Île-de-France et les Bouches-du-Rhône. Il n'y a pas une crise partout. Il peut y avoir des crises ponctuelles, mais il y a 2 territoires de crise où on a effectivement construit sans cohérence et sans règle depuis la guerre, les uns à cause du rapatriement des pieds noirs, notamment évidemment dans le sud, et ici en Île-de-France. On a des territoires où on a un lotissement avec 50 villas, puis après vous avez un champ de blé, puis après vous avez 4 supermarchés, puis après vous avez un autre lotissement. Ça part dans tous les sens. Bon, à un moment, si on était De Gaulle, si De Gaulle était encore là, il dirait, moi l'Île-de-France, je vais mettre un ministre de l'Île-de-France et je vais mettre de l'ordre là-dedans. C'est-à-dire, pourquoi ne pas densifier certains territoires? On peut vous voyez par exemple, quand on a construit les premiers lotissements, la loi demandait 2500 mètres carrés par maison, avec la règle qu'il fallait l'accord de tous les membres de la copropriété pour pouvoir couper le terrain en 2. Évidemment, avec un modèle comme ça ne marche pas. Aujourd'hui, on fait des lotissements 300 mètres carrés. C'est le minimum. L'enjeu, c'est comment pouvoir avoir une maison. Moi, je dis, c'est le droit au soleil et à l'intimité. Je n'ai pas besoin d'avoir 1 hectare. D'ailleurs, des fois, vous avez 1 hectare et qu'on vous regarde. Mais c'est comment j'ai une intimité, c'est-à-dire comment l'extérieur est comme l'intérieur. Donc comment j'ai ce droit à l'intimité sur un espace qui peut être relativement petit. Donc, ça nécessite de penser les territoires globaux. On ne fait pas une maison là, on les pense dans la façon dont elles se regardent, là où on plante, etc. Et à ce moment-là, on peut densifier le périurbain puisqu'on a déjà construit les routes, on a déjà construit les canalisations, l'électricité, etc. Et on ne pourra créer des systèmes de transport semi-collectifs ou collectifs ou autres qu'en densifiant. Donc il faut densifier les Bouches-du-Rhône et densifier le truc. Sur une logique spatiale, si vous voulez, la ville qui m'intéresse le plus en France, c'est Rennes, qui a depuis 30 ans une pensée en archipel. C'est-à-dire l'idée, c'est quand on construit, qu'est-ce que voient les gens? Et depuis 30 ans, ils disent, chacun doit avoir une ferme, une forêt ou un moment patrimonial. Et donc chacun est lié au territoire
parce qu'il voit par la fenêtre. Et donc, ils ont mélangé les fermes qui sont au milieu des constructions, de façon à ce que les fermes fassent partie du spectacle, comme les forêts ou comme la partie patrimoniale. C'est la ville, je pense, qui a toujours bâti sur l'espace de l'archipel, qui est de loin la ville, à mon avis, la plus intéressante. Et après, qu'il y avait des chemins piétonniers pour circuler, etc., entre tous ces espaces. C'est ça qu'il faut qu'on construise. Il faut qu'on prenne l'Île-de-France. Il y a des endroits où il faut laisser des fermes, il y a des endroits où il faudra construire, parce qu'il faut recoudre, il faut le regarder, j'allais dire. Vous savez, De Gaulle, quand il a fait les villes nouvelles, il a visité l'Île-de-France en avion. Pour regarder d'en haut. Il faut regarder l'Île-de-France d'en haut, et effectivement, en regardant d'en haut, il ne faut pas se défendre pour chaque mètre carré qui doit être agricole. Il faut se dire une chose simple. Le monde de demain sera métropolitain et agraire. La révolution écologique est une révolution bâtie sur le nourrir, l'habiller, la production d'énergie locale, la captation du carbone, etc., la forêt. Donc on a en France 53% du territoire en terre arable. On a 30% en forêt. Et puis de l'autre côté, on a 10 grosses métropoles. Bon, ce sont les deux moteurs. Il faut transformer l'agriculture, mais on a le sol, on a l'espace. La forêt progresse, c'est une excellente nouvelle, elle capte le carbone. Et de l'autre côté, on a une dizaine de métropoles. Le problème, c'est que les gens, il faut qu'ils habitent entre les deux. Il faut ni qu'ils aillent habiter au milieu des terres arables avec des problèmes de voisinage, de bruit, etc., ni effectivement qu'on augmente les métropoles et qu'on augmente le prix dans les métropoles. Sinon, en gros, on a un centre riche et une périphérie pauvre. Et donc, du coup, les gens du Caire et du service sont très loin de leur lieu de travail. Il faut dire, on organise le jardin, c'est pour ça que j'appelle ça le jardin urbain, qui est entre la métropole et les terres arables, et notamment en Île-de-France et dans les Bouches-du-Rhône. C'est les deux grands hubs, c'est les deux grands lieux de la crise du logement. Il ne faut pas toujours faire des trucs en disant on modifie les règles d'urbanisme partout, on reconcentre, on déconcentre. Il y a deux endroits où il y a des problèmes. Dans les autres endroits, il y a un centre, une périphérie, vous avez Strasbourg, vous avez Nantes, vous avez Bordeaux, ils peuvent travailler plus ou moins bien entre les périphéries et le centre, mais ils n'ont pas besoin de modifier les règles. Il faut accepter de densifier certains territoires seulement et pas tous, mais bien notamment l'Île-de-France. Oui, mais il faut reconstruire derrière des cartes politiques. Il faut que les gens aient un sentiment d'appartenance à un commun. Il y a des communs de proximité, l'eau, la nourriture, etc. Et puis il y a un commun politique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un... Prenez un exemple simple, il y a 240 000 habitants des Hauts-de-France qui entrent tous les jours dans Paris. 240 000. Et qui les représente? Quand on fait la gare du Nord, c'est pas eux qui en ont leur avis, c'est à la mairie de Paris. Vous croyez vraiment que les élus de Paris prennent souvent la gare du Nord? Si, quand ils vont en Angleterre ou à Bruxelles, mais enfin ils n'y vont pas toutes les semaines. Mais c'est normalement les 240 000 là qui auraient dû être consultés pour la gare, puis c'est eux qui l'utilisent. Ben, c'est pas eux qu'on demande. Pourquoi? Parce qu'ils ne représentent pas un corps politique. Quand vous en discutez avec le président des Hauts-de-France, il vous dit ah, mais Jean, tu es gentil, mais ils s'en vont tous les jours, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Et vous êtes ici, on dit non, mais ils ne votent pas ici, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils sont quand même 240 000. Donc vous voyez, cette question, c'est là, c'est de regarder ces processus et de se dire comment on fait de l'Île-de-France un corps politique, sans doute avec plusieurs niveaux, mais où il y a un commun. Ce que j'ai dit sur le fait peut-être d'avoir 2 droits de vote, peut-être qu'en Île-de-France, on va commencer par 2 droits de vote. Et qu'à ce moment-là, déjà, ça va profondément changer les choses. L'image des métropoles a parfois été écornée ces derniers mois pendant la crise sanitaire, mais également avant, puisque on entendait que les métropoles étaient accusées parfois de vampiriser les territoires aux alentours. Quels conseils vous donneriez aux maires, aux élus des grandes villes, pour, d'une certaine manière, en faire à nouveau des territoires désirables, faire des métropoles des territoires attractifs, désirables? Les métropoles françaises, les 10 métropoles françaises, produisent 61% du produit intérieur brut, avec à peu près 40% de la population. Le modèle, c'est une minorité de la population produit la majorité des richesses. Donc le modèle, c'est donc pas des métropoles qui se nourrissent en pompant les territoires et les pauvres Français des provinces, ce sont des métropoles qui, grâce à Dieu, financent l'extérieur, notamment parce qu'ils financent les retraites que leurs propres citoyens vont les prendre, ils financent les vacances de leur population qui va consommer à l'extérieur, et ils financent pour payer les routes, les ponts et les écoles du dernier village français où il reste 12 élèves, mais un instituteur, etc. Donc d'abord, il faut voir comment fonctionne le modèle. Il fonctionne comme ça. Bon. La deuxième chose, c'est que depuis une dizaine d'années, au fond, le rêve des élus, ça a été de dire, je vais essayer que dans ma métropole, on vive aussi bien que dans un village. Alors en gros, on met des géraniums, on fait des vélos, et on considère qu'on vit comme à la campagne. Oui, sauf que ça tue la ville. Aigues-Mortes est mort de ça. Je veux dire, à un moment, si on enlève à la ville son moteur, elle meurt. Bon. C'est un peu ce qui est en train de se passer en ce moment, une tentative de quotidienneté dans la ville, avec des choses que je suis pour, la bicyclette, tout ça, sauf qu'on en fait une idéologie. Or, la ville, c'est une conversation. La ville, c'est une conversation entre les gens qui y dorment, les gens qui y travaillent, les gens qui viennent, les gens qui sont en vacances, les jeunes, les vieux. Si on arrête la conversation, ceux qui font du vélo, ceux qui marchent à pied, ceux qui sont en voiture, ceux qui prennent le bus, les handicapés, là, en ce moment, il n'y a plus de conversation. Il y a une idéologie vélo qui a remplacé l'idéologie voiture.
On est un peu comme si Pompidou était ressuscité, sauf qu'il était devenu cycliste. Et donc, effectivement, lui, il nous a mis des voies sur berge partout, et aujourd'hui, on nous met du vélo partout. Et vous ne savez plus, vous traversez une rue, vous ne savez pas dans quel sens vous allez vous faire. Il y en a dans la contre-rythme, on ne sait plus, il faut que traverser une rue devient une activité extrêmement dangereuse à partir d'un certain âge. Donc, je veux dire, on fait une ville avec une nouvelle idéologie. Ça, c'est terrible parce qu'on arrête la conversation. Or, il faut restaurer la conversation. Je crois que c'est la base de la ville. Et donc, effectivement, en considérant que tous ces gens ont droit d'être là, y compris les touristes, parce qu'ils amènent de l'argent, ils amènent du désir, et y compris, évidemment, les provinciaux, les gens des banlieues, etc. Donc, il faut remettre en place la conversation. Je pense que ça, c'est le propre même, normalement, d'un cadre politique qui fonctionne bien. Or, ici, le cadre politique fonctionne mal, puisque vous avez un cadre central de 2 millions qui, en fait, décide pour 11 millions. Et donc, vous avez quelqu'un qui est élu dans la ville, je ne sais pas combien, quelques centaines de milliers de voix, et qui se retrouve gouverner 11 millions d'habitants. Forcément, ça ne marche pas. Il faut recréer un espace démocratique de conversation. Ici, c'est la même question dans les Bouches-du-Rhône. Vous avez, y compris dans les Bouches-du-Rhône, la zone de l'économie ex-Marseille intègre en réalité Toulon et la zone nucléaire autour d'Iter. Donc, ce n'est pas les Bouches-du-Rhône, c'est y compris avec Toulon, qui fait quand même 500 000 habitants, ce n'est pas complètement le dernier des villages. Et donc là, vous avez un ensemble de 2 millions à 3 millions de personnes. Il n'y a pas de conversation possible. Il y a 3 départements, etc., un conflit politique et tout. Donc, c'est les 2 lieux où il faut se poser la question en termes de conversation démocratique et à ce moment-là, trouver l'échelle adéquate à cette conversation. Jean Viard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cet échange et d'avoir partagé avec nous votre vision sur tous ces sujets liés à notre baromètre d'attractivité. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de l'invitation. Jean Viard, je voulais vous remercier sincèrement de votre participation passionnante à notre réflexion qui va beaucoup nous aider non seulement à objectiver toutes les données très chiffrées, très objectives que nous avons récoltées pour ce baromètre, mais c'est vraiment un miroir de ce qu'on a pu nous récolter en termes de données. Et vous avez vraiment éclairé grandement notre réflexion, donc encore merci. C'était passionnant. Je retiens 2 choses, peut-être vous interroger sur, vous avez évoqué 2 écosystèmes, évidemment l'écosystème qu'on connaît de l'entreprise, et puis ces tiers-lieux qui sont en train de se créer avec un accélérateur grâce à cette pandémie. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura un nouveau type de manager dans l'entreprise ? Une nouvelle façon de manager. Parce qu'au fond, ce qu'on a appris pendant la pandémie, c'est que le présentiel n'est pas signe de productivité. Et en France, c'est très difficile. Alors, c'est surtout difficile dans l'administration. Parce que dans l'administration, ce n'est pas vous qui avez embauché les salariés. Vous arrivez pour 6 ans, en moyenne, quand vous êtes élu, des fois moins nombreux, si vous êtes ministre, c'est 1 an et demi, oui. Et vous avez des milliers de fonctionnaires. Et ils vous regardent en disant, bon, il est là pour longtemps, celui-là. Et donc, du coup, c'est difficile, de machine à diriger. Donc, au fond, le fait qu'ils soient là, qu'on les voit, c'est un peu la gage qu'ils sont là. Bon, donc là, c'est très compliqué. Ça va être compliqué, l'absence de présentiel dans la sphère publique, ce qui est un enjeu majeur de modernisation. Et dans le privé, c'est le problème du management, avec des gens, il y en a qui sont chez eux, il y en a qui sont dans l'entreprise, ça change, c'est pas toujours pareil, et au fond, ça peut plus être des rapports hiérarchiques de direction de la même manière, y compris parce que les gens ont pris l'habitude, pendant la pandémie, chez eux, des nouvelles habitudes de fonctionnement. Et ils n'ont pas envie de revenir comme c'était avant. Ils ont eu un sentiment de liberté extraordinaire, d'autonomie extraordinaire, et les managers vont devoir l'intégrer dans leur façon de manager. Et donc, si vous voulez, je pense que tout ça fait qu'il y aura de profonds changements ou des ruptures. Vous savez, il y a plein de gens qui ne sont pas gênés pour partir en ce moment. D'abord, le chômage recule, bonne nouvelle, mais en plus, ce n'est même pas leur problème. Si la boîte est trop hiérarchique, si on leur met trop de contraintes, ciao, ils s'en vont. Et en plus, comme il va se créer un marché du travail parallèle sur le télétravail. Aux États-Unis, c'est très net à New York et dans toute la Californie, il y a des boîtes qui s'installent n'importe où, ils ne voient jamais leurs salariés, ils embauchent chez les grands. Chez nous, c'est 5 jours de télétravail par semaine, garanti. Donc on ne se verra jamais, voilà le boulot, ça t'intéresse, on te prend. Et du coup, les types se tirent pour ça. Là, on va avoir pareil, on va avoir des milliers de gens qui vont décider d'habiter dans le Massif central, dans le Queyras, au bas fond de la Bretagne, et ils vont dire, bon, comment je travaille ? Et ça, c'est très important de penser ça. Parce qu'il y a plein de gens qui déménagent, sans dire à leur entreprise qu'ils déménagent. Puis ils arrivent, en disant, moi je suis allé habiter dans le Morvan, comment on s'organise ? Je vous rappelle que c'est l'entreprise qui doit payer le trajet, à 50%. Et c'est la loi. Donc si vous êtes salarié qui est à Marseille, il faut lui payer la moitié de l'aller-retour TGV. Donc vous voyez tous les problèmes que ça va poser. Alors Jean Viard, Arthur Lloyd est un des leaders du conseil en immobilier d'entreprise.
Quel conseil avez-vous au conseil en immobilier d'entreprise pour les années à venir? C'est très compliqué parce que, à court terme, on a moins besoin de mètres carrés dans les entreprises. Et sans doute à moyen terme aussi. Par contre, on a besoin de logements dans les villes. Donc là, il y a cette substitution qui se pose. Alors que depuis un certain temps, on prend du logement pour faire du mètre carré, notamment dans la ville haussmannienne, par exemple. Donc ces phénomènes peuvent être inversés. Bon. Mais en même temps, une partie du logement, prenez les tours de la Défense, une partie de ces tours était obsolète. Donc, est-ce que ces tours, au fond, on va en faire d'autres? Mais écologiquement, c'est absurde, parce que démolir une tour, c'est peut-être rentable, mais écologiquement, c'est absurde. Et en plus, on a besoin de moins de surface. Donc, comment on va repenser ce type de bâtiment d'un point de vue à la fois écologique, et ne pas le démolir, le transformer et le réhabiliter? Ça vaut notamment pour la Défense, qui est quand même notre plus grand lieu de tour. Donc là, il y a une vraie interrogation. Et tout ça, mais moi, je pense qu'après, il faut se dire qu'il faut créer de la valeur dans le périurbain de l'Île-de-France et des Bouches-du-Rhône. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire monter le prix du foncier pour enrichir les habitants. Parce que quand on dit, par exemple, on va couper tout, prenons une règle simple, coupons toutes les maisons avec jardin d'Île-de-France en deux pour mettre une deuxième maison. Ça veut dire que chaque propriétaire gagne 200 000 ou 300 000 euros. Donc, ce qui s'est passé dans Paris, puisqu'au fond, les propriétaires ont gagné par la hausse du prix du mètre carré. Il faut créer le même phénomène de création de richesse dans le périurbain. Et du coup, on va enrichir des populations. Et ce ne sera pas les mêmes, parce que ce sont ces populations populaires, propriétaires. Voyez, donc là, il y a une diffusion de richesse dans ce territoire. Donc là, il y a une question de ça. Et puis après, je pense qu'il faut investir dans tout ce qui est le phénomène de tiers-lieux. Il faut remettre en question ça. Ce sont des entreprises, les tiers-lieux, en fait, je veux dire. Et si on se dit qu'on va en faire 10 000, par exemple, il y en a qui vont être plus tournés vers la culture, il y en a où il y aura des salles de spectacle, il y en a où ça sera mélangé avec les universités, il y en a qui seront mélangés avec... Vous voyez, en France, on a une idée, c'est qu'un bâtiment ne sert qu'à une seule chose. Donc les universités sont fermées l'été, les écoles sont fermées le week-end, c'est quand même un peu absurde de fermer des bâtiments, etc. Donc comment est-ce qu'on va inventer, au fond, cette ville, cette société, au fond, de ce mélange de télescopage, de la discontinuité, de l'aléatoire des usages? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Quand je dis, par exemple, à Paris, il faut créer des dizaines de milliers de logements qui sont en fait des résidences secondaires où je viens 3 jours par semaine, mais où il y a une conciergerie totalement intégrée pour que j'amène jamais ma valise, etc. C'est ce genre de fonction. Alors, c'est pas pour vous qui êtes c'est pas des bureaux, mais c'est le complément. Ce projet, par exemple, il est en ce moment en discussion à la Défense, parce que les gens qui ont les tours ont bien compris que s'il n'y a pas d'habitat à côté pour les gens qui viennent 3 jours par semaine, comment on fait? C'est leur tour qui se dévalorise en réalité. Donc, ce lien entre art de vivre et art de produire, il devient absolument central, et il va, je pense, l'être de plus en plus.